Ok, C'est bon, c'est parti. ok. Bon, alors, donc, sur les moyens du développement personnel, j'ai envisagé trois possibilités. Je les ai classées 1, 2 et 3. La première, c'est le développement personnel qualifié de classique, avec qui se fait selon une approche essentiellement psychologique. Alors classique parce que c'est ce qu'il y a de plus ancien, c'est encore en vigueur. Ensuite, j'aborde une deuxième question, c'est le fait de compter sur l'apprentissage. Et la troisième possibilité, c'est le fait de profiter de son expérience. Donc j'envisage ces trois possibilités comme un ensemble pas redondant, comportant des points communs, mais reposant sur des fondements différents et distingués dans la réalité parce que on peut pas toujours faire les trois en même temps et les trois ont leur intérêt. Donc j'ai préféré les distinguer. C'est des approches complémentaires qui permettent de progresser dans un domaine quelconque. Alors je commence par le premier, qui est le développement personnel utilisé pour progresser. Alors, quels sont les atouts du développement personnel? Il faut voir qu'au départ, je l'avais dit la fois dernière, mais je reprends cette réalité, c'est que tout ce qui s'est fait au début était intuitif, il n'y avait pas d'organisation, pas de référence, et l'objectif finalement, c'était pour les personnes qui se sont intéressées à ces sujets, c'était de sortir de la pauvreté et d'acquérir une certaine aisance. Et les écrits les plus connus de la personne qui s'est intéressé à ce sujet, c'est Napoléon Hill. Bon, je pense que vous connaissez de nom, de réputation, vous avez peut-être parcouru ou lu ses ouvrages. Et ce sont des écrits assez intéressants parce que ils étudient des choses concrètes et puis ils cherchent à trouver des principes qui permettent aux gens d'évoluer, donc de progresser. Et le gros inconvénient de cette première approche, c'est elle est, elle se veut unique, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Bon, je passe la suite puisque j'en ai parlé la dernière fois, mais ce que je voulais dire à ce sujet, sur ce sujet, c'est que le développement personnel classique, il repose sur un travail fait sur soi et il permet de progresser dans certains domaines qui sont choisis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours mis en avant. Alors pourquoi c'est des domaines choisis? Parce que, en fait, on vit dans une société où finalement, chacun doit se débrouiller comme il peut, avec ses moyens. On va dire que c'est la règle de base qui est écrite nulle part, mais c'est comme cela que ça se passe. Il y a des gens qui bénéficient de l'expérience de leurs parents, de leur aide, de ce qu'ils ont entendu dire. Il y a des parents qui sont capables de conseiller leurs enfants, même devenus adultes. Et puis, il y a des univers différents où on ne bénéficie pas du tout de tout cela. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, il n'y a plus que l'école, si on y va. Enfin, l'école est obligatoire aujourd'hui, mais bon, l'école, ce qu'on peut en retenir, et puis éventuellement, ce que l'on apprend lorsqu'on fait des études. Et ce qui est de particulier dans tout cela, c'est que on est dans une société où finalement, on apprend à travailler pour les autres. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, si c'est quelque chose sur lequel vous êtes arrêté. Moi, pendant très longtemps, j'avais même pas pensé à cette particularité. Et puis, comme j'ai changé de métier plusieurs fois, que j'ai essayé d'autres possibilités, et que une fois entré dans l'enseignement, j'ai eu le temps d'approfondir certaines questions, je me suis rendu compte que sur la longue durée,
ça n'avait pas beaucoup changé, que le nombre de personnes qui étaient salariées ou fonctionnaires, c'est-à-dire qui travaillaient sous la direction d'autrui, ben, ça représentait grosso modo. Ben, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de gens qui sont dans cette situation? Personne n'a une idée? 70%? 70? Non, Et t'entends pas, vous enfin. vous en pensez quoi? Ah oui, j'aurais dit autour de Je- je- 60, mais 50? pas alors sûr. 90%, j'ai dit. Ouais, Oui, moi j'aurais dit 80, j'aurais dit plus. on est à 85 à peu près, 80. Ouf. Oh, Ouais, non. Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens qui travaillent de manière indépendante sont peu nombreux. mm, Les personnes qui travaillent de manière indépendante sont peu nombreuses. Et en plus de cela, euh, il y a beaucoup de métiers où on est indépendant, mais sans être un vrai entrepreneur. mm, Hein, c'est-à-dire ne serait-ce que les franchisés ou qu'est-ce qu'on peut donner comme autre exemple, les professions libérales mm, qui ont un métier technique et qui exercent une fonction. Donc en fait, les personnes qui peuvent se considérer comme totalement autonomes et libres de leurs choix et de leurs décisions sont finalement très peu nombreuses. mm, Hein. Donc voilà, j'ai voulu tenir compte de tout cela parce que c'est quand même un fait qu'on oublie, qui est pas à négliger. Et l'autre chose, c'est que, euh, et ça c'est bien connu, c'est une chose qu'on nous dit en coaching et qui est souvent mise en avant, c'est que finalement, on prend modèle sur autrui. Quand on est jeune, on a le modèle de nos parents, on est imprégné par ce qu'ils ont fait et ce qu'ils pensent. Ensuite, c'est les enseignants. Après, c'est les employeurs. Et puis, il y a l'influence des médias, des réseaux sociaux aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, on peut acquérir bon nombre de préjugés. Alors, moi, j'ai lu dans un cours de développement personnel que 95, alors moi, ça m'étonne beaucoup, hein, je peux pas vérifier, mais je vous dis le chiffre. Il y aurait 95% des choses qu'on nous dit qui seraient fausses. Alors bon, euh, à vrai dire, j'en sais rien, je peux pas répondre à ce genre de questions. Et donc, quelque part, ça voudrait dire qu'il faudrait tout réexaminer, vérifier ce que l'on dit et s'adapter, penser à se demander si, bah, dans telle situation, est-ce que je suis concerné par telle idée? Parce qu'on a tous dans des situations particulières. Et donc, le coaching s'intéresse à tout cela. Et donc, la première étape du développement personnel, c'est prendre conscience des possibilités qui s'offrent à nous. Je pense que vous serez d'accord avec cette idée-là, on a tous vécu ça. Moi, j'ai suivi ma formation auprès d'ICI et je me souviens que c'est ce qu'on nous avait dit, hein, la première chose, c'est de pratiquer le développement personnel, de prendre conscience du fait qu'on a des possibilités qui s'offrent à nous, d'apprendre à en profiter. Donc, ça, c'est la première étape et ça se passe ensuite par une transformation qui mène à une meilleure connaissance de soi. Et l'idée, c'est de mieux savoir ce qu'on veut faire de sa vie, de se fixer des objectifs. Et c'est ce qui permet, quelque part, de développer l'autonomie de la personne, d'améliorer sa capacité à comprendre son environnement et puis de, d'avoir de la volonté pour faire autre chose, réaliser les objectifs, prendre conscience de ses possibilités. Donc en fait, ça, c'est la première étape de l'analyse traditionnelle du développement personnel. Et le deuxième point, c'est de se tourner vers l'action, une fois que l'on sait ce qu'on veut faire. Et donc, c'est l'action qui est un moyen d'évolution personnelle, orienté vers la réalisation d'objectifs. Envisager ce genre de choses, c'est rechercher un certain niveau d'accomplissement dans la vie, ce que cherche à faire le coaching. Euh, je pense que vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Oui, hein, tout le monde connaît ça, on étudie ça si vous avez fait un peu de gestion. Enfin, c'est hyper connu, il y a bien d'autres approches. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir à quel niveau de la pyramide de Maslow vous vous situez? En fait, c'est pas facile à dire. Ça dépend du contexte. Oui, ça dépend du Denis. contexte.
Si c'est Oui. sur un contexte où tu arrives dans un lieu pour la première fois, tu vas plus être sur des besoins primaires ou des choses comme ça. Donc, je dirais que tu serais plutôt sur le bas de la pyramide. Si tu es dans une organisation qui est déjà bien structurée, où tu es à l'aise, où tu connais bien ton équipe, tu es déjà beaucoup plus haut, en fait. Oui, mais regardez par exemple entre le besoin d'appartenance et le besoin d'accomplissement, c'est difficile à dire. Le besoin d'appartenance, il n'est pas toujours facile Hmm. à satisfaire. Ça dépend de l'univers dans lequel on travaille, dans lequel on vit. Et le besoin d'accomplissement, bah, ça suppose aussi des moyens que tout le monde n'a pas. Moi, Et- en y réfléchissant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une très grande majorité des gens qui se trouvent bloqués dans ces étages-là, hein. Mm. et après, ce qui est intéressant, c'est de sortir aussi sociologiquement au niveau de la population mondiale. C'est-à-dire il y a des peuples Oui, dans le monde qui vont plutôt, en fonction du développement personnel du pays, en fonction du développement économique, sécuritaire, social et scolaire, etc., vont plutôt se situer soit en bas, soit au milieu, soit complètement en haut, parce que les problèmes, enfin les besoins, justement, les besoins sont pas les mêmes. oui, oui, Et après, quand tu le ramènes au niveau individu, là encore, c'est pareil. Et puis, c'est souvent aussi une question, enfin, moi, c'est une question qui est intéressante à poser. Et c'est aussi une question ça peut être une question très subjective en fonction de oui, bien sûr. l'environnement. C'est-à-dire que ton environnement, si aujourd'hui, ton environnement, il est dans un, avec des gens qui ont un niveau de vie, on va dire, bas niveau de vie et que toi, tu es légèrement au-dessus, ton niveau va être considéré comme, enfin, toi-même, tu vas te considérer en fait avec d'autres besoins que les premiers besoins nécessiteux. En fait, il y a aussi je trouve que si on se pose la vraie question, il y a un besoin naturel, évidemment, de manger, de donner un toit à ses enfants, etc., et à sa famille. Mais une fois qu'on a passé ces étapes-là, après, il y a d'autres besoins, mais qui viennent plus de manière sociologique, c'est-à-dire qui viennent plus de manière comparable à d'autres. Comment je me compare aux autres, en fait? C'est une Oui, question, hein. oui. Je vais vous donner un autre exemple. Je sais pas si vous avez suivi ça avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des entrepreneurs qui se sont manifestés Mm. pour en raison des nouvelles taxes et impôts enfin pas de prévu, mais on va dire que c'est dans l'air. Mm. Et ça m'a intéressé, j'ai pris le temps d'écouter ce qui s'est dit. Il y a même des vidéos très récentes qu'on peut trouver sur YouTube. Et il y a quelques entrepreneurs qui ont vraiment lâché tout ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Et ils ont vraiment le sentiment d'un manque de reconnaissance du reste de la population et pourtant c'est des gens riches, voire très riches, et ils ont le sentiment que leur, leur travail n'est pas du tout reconnu et que la seule chose que les choses voient, c'est on peut leur prendre une partie de leur richesse. Et donc, je me suis dit, parce qu'il y a eu des propos assez virulents, et je me suis dit, bah, ces gens-là, ils se ressentent un manque de reconnaissance assez important, malgré tout ce dont ils disposent par ailleurs, hein, pour donner un exemple. Bon, donc voilà. Alors, Je trouve, mais c'est intéressant, hein, Denis, de développer ça, parce que il y a une phase, en fait, c'est la pyramide de Maslow, on a souvent, en fait, se dire, OK, on est dans le faire, en fait, comment je me situe par rapport au faire. Mais au final, si tu te situes par rapport à l'être, comme tu l'as dit, si tu peux être très, très, très riche, finalement, tu peux ressentir, en fait, un besoin qui est un besoin d'estime, voire un besoin d'amour qui oui, finalement, on peut s'imaginer que quelqu'un qui est immensément riche ou qui n'a pas besoin de ça n'a finalement pas ce problème-là. Et au final, on le rencontre en fait. C'est vraiment une là, question ils l'ont. d'être, exactement. Souvent, ils l'ont. Et oui, oui, bien Et sûr. les premiers grands entrepreneurs aux États-Unis, les Rockefeller et compagnie, Howard Hughes, étaient détestés parce que ils s'étaient enrichis de manière violente, parfois au détriment sans respecter les autres, sans respecter certaines lois, et ils ont été fortement critiqués, hein.
Bon, voilà, donc cette vision aussi du développement personnel recherche, c'est un alignement, l'idée d'un alignement entre ce que l'on est, ses valeurs, ses objectifs, ce qui revient à rechercher un accord dans sa vie, de rechercher une cohérence psychologique. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. C'est une chose que la très grande majorité des gens ignorent. On n'apprend pas ça à l'école, à l'université ou nulle part ailleurs, ni chez le médecin, ni et donc c'est quand même un des fondements du coaching. Et donc on peut imaginer que c'est quelque chose de très important et c'est très mal connu. C'est pas du tout démocratisé, hein. De nos jours, on en parle plus, mais c'est pas pour autant démocratisé. Donc moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que j'ai le sentiment, alors ça se discute, ça dépend comment on voit les choses. Il y a le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tenir, tenir compte davantage compte du fait que les pouvoirs des individus sont limités. C'est-à-dire que on vit quand même beaucoup de suggestions, mais des suggestions acceptées, hein. Des suggestions acceptées qui sont liées à la complexité du monde, au fait qu'on est maintenant très nombreux, au fait que on vit dans une systémique. Il y a, il y a beaucoup moins de relations de cause à effet que de logique de groupe, et donc systémique. Ce qui change la logique, la définition de la liberté. Finalement, la liberté, c'est plus vraiment faire ce qu'on veut. Enfin, même si je ne sais pas si on a toujours pu le faire, mais il y a quand même une époque où c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Alors, ça dépend des domaines, ça se discute, mais moi, je pense que finalement, on peut imaginer un espèce de développement personnel qui soit compartimenté, dissocié. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, bah, dans tel domaine, en raison de ma position, j'ai la liberté de faire telle chose et je peux en profiter pour me développer, pour faire telle ou telle chose et pas telle autre. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais bon, moi j'ai plusieurs activités. Je suis sportif. Puis je me suis toujours dit que je voulais pas passer ma vie qu'à travailler, donc j'ai fait d'autres choses à côté. Et quand on est dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a énormément de gens à des niveaux différents dans la hiérarchie sociale qui vont s'investir de manière incroyable hors de leur temps de travail, par exemple dans le sport et même de manière excessive. Et justement pour un peu compenser une certaine frustration qu'ils peuvent connaître dans leur environnement professionnel. Vous voyez? Ou personnel. Ou personnel, oui, il y a les deux. Moi, j'ai connu aussi des gens qui ne savaient pas faire autre chose que travailler et Mm. qui passaient quasiment la nuit au bureau. Et oui, oui, ça existe aussi dans l'autre sens, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les compartiments de vie et le fait que euh, le, la vie peut être déséquilibrée, qu'on peut privilégier certains compartiments au détriment des autres. Alors, je sais pas si vous savez, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle The One Thing. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais plus s'il est traduit en français, il me semble que oui. Je l'ai lu. The Euh, One Thing, oui, ça veut dire l'unique chose. chose, ouais, Alors, d'accord. alors c'est un. Je vais voir si je peux vous retrouver ça rapidement. Je le cherche, je regarde. The One Thing. Le sujet m'intéresse très particulièrement parce que je suis en train de préparer un atelier sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Oui, je l'ai. Bah, Et en parlant aujourd'hui, alors, il s'appelle The oui, One Thing et il est sous-titré Passer à l'essentiel.
Et en fait, ce livre enfin, enfin, il est très intéressant, hein. Denis, attends une seconde, il y avait Olfa qui était en train De de parler partager ou quelque chose. j'ai coupé? Ouais, t'as coupé Olfa, ouais. Pardon. Vas-y, Olfa, je t'en prie, reprends la Non, parole, s'il te plaît. Oui, pas de Je j'ai souci. entendu partage. ce que tu disais, Ouais. mais je pensais pas t'avoir coupé. Désolé. Il y a une idée que vous avez citée qui était très intéressante sur l'idée de l'alignement entre les valeurs et les objectifs. Et en même temps aussi, ce dilemme qu'il y a entre les différentes valeurs qu'on pourrait avoir et tout ce que ça peut créer comme tension, comme frustration chez la personne lorsque l'une des valeurs n'est pas nourrie ou lorsque il y a un dilemme entre deux valeurs en même temps. Et l'idée de fractionner, j'aimerais bien que vous la développiez encore plus parce qu'elle est très intéressante, en fait. Ben, moi, je dois dire que j'ai construit ma vie un peu comme ça. C'est pour ça que ça m'est venu et pour des raisons compliquées, pour des raisons d'environnement familial, dans des raisons parce que dans ma famille, on pouvait pas parler de certaines choses, parce que voilà, c'était compliqué, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, il y avait des secrets, il y avait donc, ben, on est obligé de compartimenter sa vie. Et dans le travail, on vit parfois dans des environnements. Moi, j'ai fait plusieurs métiers. Et on vit dans des environnements où on a besoin de se protéger. Il faut, hein, les relations sont pas toujours simples. Le milieu du travail, c'est quand même un milieu de concurrence, un milieu qui peut être violent, qui peut être dur. Et donc, le fait de compartimenter les choses est une manière de se protéger et une manière aussi d'avoir plusieurs vies, des vies où on va subir certaines choses que l'on est obligé d'accepter parce que on peut avoir dans son travail des mauvais côtés et des bons côtés. Je dis pas que tout est mauvais, mais il y a des choses pour lesquelles on a intérêt à se protéger. On peut avoir des satisfactions tout en étant obligé de se protéger. Et dans la vie personnelle, ben, c'est un peu la même chose. Donc, moi, j'ai toujours pensé, au bout d'un moment, ben, qu'on pouvait pas toujours tout avoir et qu'il fallait profiter de ce que l'on pouvait, ce dont on pouvait disposer et qu'il fallait savoir prendre sa chance quand on l'avait, quels que soient les lieux et les circonstances. Ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Et en fait, en coaching, on nous apprend le contraire. Enfin, pas tous. Je suis pas dans une remise en cause ni dans le fait de dénigrer ce qu'on nous dit, mais ce qu'on nous dit, c'est dans le cas idéal. Et le cas idéal, bah, c'est un modèle, mais on est obligé de s'adapter et le cas idéal se retrouve pas toujours. Parce que finalement, ça nuit à notre cohérence. Mais parfois, je pense qu'on est obligé oui, de réfléchir de la sorte. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas d'idée plus précise qui me vient à l'esprit, mais Alors moi, je veux bien partager sur ce sujet-là. C'est un sujet que je traite notamment en coaching sur un protocole que j'ai récupéré, j'ai rien inventé, hein, mais sur lequel je travaille avec des coachés et notamment avec des coachs entrepreneurs. Des coachés entrepreneurs qui ont des besoins justement d'avoir un certain équilibre entre vie perso, vie pro, développement personnel, vie de développement sportif, etc. Euh, Moi, j'utilise un outil qui s'appelle la roue de la vie, en fait, qui est un outil qui est oui, assez connu hein, de manière générale, mais qui est intéressant, en fait, en début de coaching sur un suivi de coaching long, notamment pour avoir un diagnostic personnel, on va dire, de son état, en fait, par rapport à cette roue de la vie. Alors, la roue de la vie, c'est à peu près une dizaine de branches, une dizaine de rayons qu'on va remplir en fonction des différents domaine de vie justement. Et moi j'aime bien l'image en fait de la roue hein, comme une roue de vélo en fait. Une roue de vélo pour qu'elle tourne rond il faut des rayons et chaque fraction de rayon en fait fait partie d'un domaine de vie. Et si on remplit et si on colore chaque quartier de notre roue avec un, on va dire un degré de 0 à 10, ben, on s'aperçoit qu'il y a soit un équilibre total, ce qui est quand même relativement rare de manière générale, soit après des moments en fait où on se dit, ah, bah, tiens, là je ressens que que je nourris pas en fait assez, et j'aime bien ce mot en fait de nourrir,
plutôt que d'être en déséquilibre, en fait, c'est qu'à un moment donné, on va nourrir plus un endroit que d'autres. Alors, il y a des gens qui vont beaucoup nourrir le côté travail, d'autres qui vont nourrir beaucoup plus le côté loisir ou le côté voilà, méditatif, etc. Enfin, en fonction de différents domaines qu'on va faire. Et tout le travail qui est intéressant à faire en développement personnel, en tout cas moi c'est mon approche, c'est d'essayer d'équilibrer ou de nourrir un peu plus les parties les moins alimentées, les moins arrosées. Voilà, pour que l'herbe soit un peu plus verte dans ces quartiers-là, quoi. Je Voilà. suis tout à fait d'accord avec vous, Alex. Et puis, il y a aussi un autre outil qui est très sympa aussi, si je vous fais profiter aussi, c'est la guimauve. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à peu près la même chose que la roue de la vie, mais c'est avec le corps, où chaque partie du corps représente un élément. Donc, on va avoir cinq branches. Et on demande à la personne de se présenter comment elle est. Et parfois, elle se trouve accroupie, elle se trouve la tête en bas, elle se trouve les bras complètement rejetés. Et ça donne une sensation physique, au fait, qui est très intéressante parce que la personne va ressentir son handicap. Et elle va se trouver, ouais, elle va ressentir la jambe gauche qui est complètement tordue, la jambe droite qui est vraiment, enfin, tout à fait par terre, le bras qui est en bas, etc., la tête qui est inclinée. Et cette sensation physique, et puis de prendre photo de ce corps-là, et ben, on se dit, ah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ouais. Ah, je connaissais pas du tout ça. Non, moi non Voilà. plus. Je vous ai envoyé un petit lien. Enfin, Pour en revenir à l'ouvrage dont je vous parlais, en fait, eux, ils développent une idée un peu contraire à ce qui vient d'être dit, c'est qu'ils disent que dans, dans la société actuelle, il est illusoire de vouloir équilibrer ces compartiments de vie. Et donc, la seule solution qui est efficace, alors c'est des personnes qui sont tournées vers la performance, c'est écrit par des personnes qui vivent pas en France, qui sont aux États-Unis ou ailleurs, je sais plus, hein, mais, et qui disent qu'en fait, la seule manière, c'est de s'investir à fond dans un domaine, et une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on passe à l'autre domaine. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire les choses de manière parallèle. Il faut les faire plutôt les unes à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de négliger sa vie de famille, par exemple, euh, pendant un temps, et puis travailler très dur, et après avoir plus de temps. Voilà. Et la vie moderne conduirait plutôt à cette logique-là. qu'est-ce que l'expérience dit de ça? Le retour d'expérience de ce type de méthode-là? Ben, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils donnent plein d'exemples, et ils disent que de toute façon, c'est illusoire de vouloir équilibrer sa vie. Aujourd'hui, on ne peut pas. D'accord. Mais ma question de cette, ok, dans ce qui est écrit ou ce qui a été dit, c'est une chose, mais après, le fait de le vivre, en fait, quel résultat ça donne? Est-ce qu'il y a des personnes euh, Ben, ils arrivent célèbres, avec en tout beaucoup. cas, qui ont réussi de cette manière-là? Ben oui, eux, déjà, ils donnent, c'est des gens, c'est des chefs d'entreprise, des Ah, gens qui ont ok. des responsabilités et qui disent qu'ils vivent comme ça, Ok, hein. Oui, oui, ils expliquent pourquoi, ok, super. hein. Bon, donc voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dans dans le développeur personnel, l'aspect psychologique est un des aspects du travail effectué et ce qu'on nous dit aussi, on se réfère souvent à la PNL, qui se fonde sur le fait que on a des espèces de schémas mentaux et que dans certaines conditions, on a intérêt à les changer, les modifier, les adapter pour être plus efficace, pour mieux vivre, pour faciliter la réalisation de ses objectifs. Alors, d'accord, moi je voulais aborder d'autres moyens de progression et dire qu'il faut aussi tenir compte d'un autre aspect à mon avis, c'est pas qu'on sous-estime, mais qui est plus compliqué que ce qu'on pense et qui est pas toujours beaucoup développé dans les formations et que beaucoup de coachs, à mon avis, négligent, c'est la réalisation des choses. Et la réalisation des choses, c'est donc
qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs? Comment on fait pour mieux vivre? Comment on peut régler ces problèmes personnels ou professionnels? Et là, pour pouvoir euh, y parvenir, il faut tenir compte de ses pouvoirs, pas seulement de ses capacités, mais aussi de ses pouvoirs, de son organisation, des moyens dont on dispose et de sa stratégie, comment on s'y prend. Et sur ces sujets-là, il y a aussi, je me suis intéressé à la question, pas ces temps-ci, mais l'année passée, je m'étais renseigné sur certaines choses qui sont vraiment intéressantes. Et il y a beaucoup de choses décrites sur le sujet. Et souvent, on les connaît pas. Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques références. Mhm. Il y a d'abord, euh, le, le, je sais pas si vous connaissez la direction par objectif. C'est très connu, c'est une méthode de gestion très connue. Il y en a qui connaissent pas. Alors, elle a été inventée par une personne qui s'appelait Peter Drucker, qui était un spécialiste du management, mais il n'était pas que ça, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui est pratique et opérationnel, il était conseil, il n'était pas coach, et il a écrit un ouvrage dessus qui reste toujours d'actualité et qui est une référence, qui a été repris par bien d'autres personnes, et il explique pourquoi la méthode de la gestion par objectif est efficace et pourquoi elle donne des résultats. Parce que avant cela, qu'est-ce qu'on connaissait? On connaissait le taylorisme, que tout le monde connaît, la division du travail. Après, il y a eu l'enrichissement des tâches, c'est-à-dire qui s'oppose à la direction du travail, des choses comme cela. Et la gestion par objectif, c'est finalement de se mettre d'accord sur les objectifs, de faire participer les individus à pas au choix des objectifs, mais on demande leur consentement, on leur explique, on voit avec eux qu'est-ce qu'il leur faut quand il y a une discussion sur les moyens, on se met d'accord sur les résultats et on définit l'objectif recherché et puis il n'y a plus qu'à faire. Si je puis me permettre, bien que ça soit, c'est peut-être un mauvais exemple, mais tout le monde le connaît vu ce qui s'est passé ces temps-ci, Bayrou a cherché à faire ça pour le vote du budget. Hein, ça n'a pas marché puisqu'ils n'étaient pas d'accord ni sur les objectifs ni sur les moyens de faire. Mais bon, dans le meilleur des cas, c'est ce qui permet d'être performant et d'obtenir de bons résultats. Alors c'est valable pour le groupe, c'est valable dans une entreprise, mais ça peut être aussi valable pour une personne, à partir du moment où le développement personnel est considéré comme se faisant dans un univers systémique. Et là, on retrouve, on voit, on comprend les critiques qui sont faites au développement personnel. C'est-à-dire que si vous décidez de changer, de vous développer dans un domaine, de devenir performant, de changer de comportement, eh bien, ça peut choquer votre entourage, ça peut choquer les gens avec qui vous travaillez, et vous pouvez vous retrouver, dans le pire des cas, isolé. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de ce genre de choses, vu des situations de ce genre. Non? Ça vous dit rien? Bah, en fait, enfin, pour moi, à partir du moment où on a quand on fait une évolution interne, personnelle, à un moment donné, on déstabilise un équilibre, quel qu'il soit, et on déséquilibre Ouais, son propre équilibre, mais et comme on est en interaction avec le monde qui nous entoure et a fortiori avec notre famille. Du coup, on change l'homéostasie. Donc, en changeant oui, l'homéostasie, derrière, ben, il y a forcément des lignes qui bougent. Après, est-ce que c'est... et moi, j'aime cette image où, à un moment donné, c'est le développement personnel, quand il va dans le bon sens, c'est que c'est du développement et pas l'inverse. C'est-à-dire quand on va pour briller plutôt, ou quand on brille intérieurement, en fait, ça fait tache d'huile ou ça fait buvard, en fait. Et derrière, autour de nous, ça amène une certaine vibration qui augmente la vibration générale. Pour autant, si on reste dans la vibration et la discussion du démarrage,
euh, il peut se passer qu'à un moment donné, une vibration personnelle ne soit plus en adéquation avec la vibration qui nous entoure. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour peut-être, on se sépare de notre entourage, ou notre entourage se sépare de nous plutôt, Oui, parce que justement, on vibre plus à la même fréquence. Et donc, on n'est plus aligné. oui, c'est ça. Mais parfois, le monde n'est pas toujours idéal. C'est-à-dire que il y a des possibilités de jalousie, il y a des possibilités de peur, il y a des possibilités de... Vous De voyez, changement aussi, il y a des de réactions changement de vie, négatives hein, et de peur du complètement. changement aussi. Et C'est-à-dire de que les prise autres, de ils n'ont pas envie de conscience, de changer. réalisation, de tout ça, ouais. Hein. Wolfa. Alors, moi, j'ai vécu ça en entreprise à l'époque où j'étais DGA dans une entreprise et je voulais instaurer un changement. Et j'avais au début l'accord de la direction générale et j'ai commencé à travailler dessus. Mais finalement, j'ai eu de l'opposition par rapport, enfin, plus j'avançais, plus j'avais de l'opposition parce que ça allait créer beaucoup de changements. Je sais pas si ça rentre dans ce que vous racontez ou pas, mais en Oui, tout c'est cas, ça. c'était pas vraiment évident. Et puis, je voyais que les choses ne vont pas changer de toute façon, et ça créait petit à petit mon désengagement. Et voilà. Oui, c'est exactement ce à quoi je pense. Et moi aussi, j'ai connu ce genre de choses. Ce genre de choses euh, à divers moments de ma vie, ne serait-ce que euh, par le fait de faire des études quand j'étais jeune. J'étais au lycée comme tout le monde, et puis tout le monde n'a pas poursuivi des études par la suite, pas les mêmes que moi, et rien que ça crée des évolutions qui peuvent être divergentes, et puis on perd des amis, ou on va se plus se comprendre, ou se disputer sur un sujet parce qu'on n'a plus les mêmes points de vue. C'est un autre exemple, qui est très proche de ce que tu viens de dire. Mm. Hein. Et donc ça prouve bien que le développement personnel, si il est efficace dans certains cas, mais quels que soient les efforts faits, il peut aussi être contrarié par des situations non prévues et par l'opposition des autres, tout simplement. Hein. Voilà. Je pense à un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai connu une personne qui était sportive de haut niveau et qui était à l'INSEP et puis qui s'était donné beaucoup de mal, un spécialiste du 400 mètres. Je sais plus si c'était elle, il me semble. Et en fait, il faut savoir qu'ils prennent une quinzaine de personnes et quand il y a les Jeux Olympiques, il y en a que trois ou quatre qui partent. Ils prennent les meilleurs, ils vont pas prendre les 15. Et donc, c'est une logique où ben, la majorité des gens sont déçus. Ils sont déçus, voient les autres partir, vont pouvoir entrer dans la compétition et puis eux, ils y vont même pas, quoi. Ils n'ont pas leur chance. Tout ça parce qu'ils sont un peu moins bons. Vous voyez, bon, après, faut pas être aigri, c'est pas une raison, mais Mais là, la notion sportive, pour la connaître plus que bien, quand on rentre dans ce domaine-là et dans ce milieu de compétition, voilà, cette élimination naturelle, au final, à un moment donné, c'est le jeu, hein, oui, soit c'est le tu jeu. performes. Après, ça n'empêche que tu le vis ou tu le vis pas, tu le vis bien ou tu le vis pas bien, mais dans tous les cas, voilà, si dans tes efforts, ben, t'es pas sélectionné parce qu'il y a meilleur que toi, ben voilà. Si c'est une question, après, il y a d'autres questions qui se font au niveau sportif et surtout sur ces niveaux-là, qui sont d'ordre politique. Donc là, après, c'est encore autre chose. Mais si c'est une vraie question d'élimination sportive, bon, finalement, c'est la loi qui Non, est... c'est pas ça. C'est en fait le fait aussi que la personne m'a dit, ben, quand on n'est pas pris, on nous oublie, quoi. Ouais, ouais, ça c'est Hein, sûr, on est complètement mis de côté. bien sûr, Et voilà. Hein. bien sûr, bien sûr. D'abord parce que les moyens sont limités, et puis on se souvient que de ceux qui ont gagné. Ça Bon, dépend. Si tu perds vraiment bien comme il faut, on peut se rappeler de toi hein, on aussi. s'en souvient aussi, mais il faut déjà participer. Bon, donc voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, mais ça c'est un avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez,
En réfléchissant à toutes ces questions, en ayant lu un peu pas mal de choses sur le sujet, j'ai l'impression que le coach a évolué quand même. C'est-à-dire qu'en gros, le coach était à la base un facilitateur, un praticien, quelqu'un qui comptait sur ses compétences psychologiques, sur sa méthode de coaching pour favoriser la réussite des autres. Et maintenant, j'ai l'impression, alors moi, c'est un peu la définition que je donne du coach, et c'est comme ça que je me vois dans cette profession, c'est que j'ai le sentiment que le coach est devenu un spécialiste du changement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Plus qu'un facilitateur et un simple praticien. Parce qu'en fait, il travaille sur le changement. Pour moi, c'est la base de son métier. Sans remettre en cause la méthode, hein. Parler et échanger. Laurent, je t'ai vu tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose. Non, bah non, mais je peux réagir par rapport à ce que tu dis, Denis. Euh, Ça dépend du contexte, moi j'ai envie de dire, parce que par exemple en entreprise, je trouve que c'est beaucoup plus, alors même s'il y a des conduites de changement, on est quand même beaucoup plus sur l'aspect facilitateur, je trouve. Euh, Tu vois, par exemple, là j'ai changé de métier là, depuis le 1er avril, et après une phase d'écoute, après une phase d'observation, bah, je me suis dit, bon, ben voilà, en co-construction, en co-adhésion, c'est de se dire, bah, tiens, comment on va faciliter la synergie entre différents services, ou même au sein de mon service. Donc j'ai plus l'impression que peut-être que oui, sur des aspects personnels, on est plus sur du coaching de changement, comment je pourrais changer pour être mieux dans tel et tel domaine. Et dans les entreprises, j'ai l'impression qu'on est plus sur comment on va faciliter, comment je vais être un facilitateur ou comment mon équipe va être facilitatrice dans le cadre, par exemple, d'une conduite de changement. Mm. Donc, pour ça, je différencie un petit peu les deux. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais Oui, moi j'inclus la facilitation c'est la méthode qui cherche à faciliter, mais quelque part, on est appelé pour changer les choses et en fait, ce qui fait qu'on a du travail et ce qui fait que le métier évolue favorablement, c'est parce qu'on est dans un monde qui bouge, oui. hein. Moi, je vois, maintenant que j'ai acquis des compétences de coach et que euh, je cherche à les affiner, à les développer, et ben quand je vois tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou toutes les informations qu'on peut avoir, je me rends compte que les gens n'ont pas conscience des changements, du changement. Ils veulent pas changer. Ah non, ça c'est sûr. Et mais c'est formidable, hein. Ça atteint quand même c'est impressionnant. Et une fois qu'on a compris, parce que quand on fait ce qu'on a fait, on a compris que le changement, il était inéluctable. Même si, même si on le recherche pas, il y a des choses qui changent dans la vie. Hein, l'histoire de la roue, c'est l'histoire des transitions de vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas à évoluer dans la vie, on nous apprend pas à s'adapter. Et, hein, c'est pour ça que je dis ça. Oh, Alpha, tu voulais prendre la parole? Alors, je suis tout à fait d'accord que le coach est un spécialiste du changement. Et c'est tout à fait normal puisqu'il commence avec le coaché d'un état A pour arriver à un état B. Donc, forcément, il va y avoir un changement qui va se faire, qui va s'opérer, soit sur sur l'être, soit sur le faire. Après, il y a d'autres choses dont vous parlez qui sont très pertinentes, c'est qu'on vit dans un monde où les changements sont très fréquents, enfin, et ça augmente tous les jours, ça va à une vitesse très, très folle finalement. Et je crois que cette résistance au changement-là, c'est une résistance qui répond probablement à rester dans sa zone de confort, à un sentiment de sécurité qu'on recherche face à tous ces changements-là, où on cherche des repères qu'on peut trouver dans des facteurs de tradition, dans des facteurs culturels, ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, finalement, euh, quelque part, ça se justifie enfin, un peu par cette recherche-là de la sécurité. Toujours est-il que forcément, maintenant, il faut être conscient que le changement, on le vit tous les jours, qu'on doit s'adapter. Et ce qui est encore phénoménal, c'est que lorsqu'on fait le changement et qu'on arrive au stade qu'on s'est fixé de changement, eh ben, on se rend compte que finalement, on a besoin encore plus de changement.
Et à chaque fois qu'on arrive à un certain équilibre, on se dit, bon, c'est bon, je suis arrivé à ce que je recherchais, eh ben, on se rend compte que, eh ben, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qu'on a besoin encore de changement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je vis la même chose. En fait, c'est vrai, on doit. De toute façon, le changement, il s'accélère, on le voit bien. Mais je pense aussi que il y a des gens qui ne le voient pas. Il y a effectivement une résistance au changement, mais il peut y avoir aussi. C'est pas quelque chose qu'on nous dit et qu'on nous apprend. En fait, les choses sont pas dites et il peut y avoir un double discours. C'est très compliqué de le voir, le changement. En fait, le changement, il n'est pas toujours celui qui est dit, parce que les choses ne veulent pas être dites et justement parce que les gens ne voudraient pas l'accepter. C'est une question de maturité, hein. Oui, aussi, bien sûr. Mm. Bien sûr, avec l'expérience de la vie, oui, on se dit, bah déjà, nous, Avec on ton change. parcours, hein, enfin, pour partager vite fait sur mon parcours, j'ai eu plusieurs virages stratégiques dans ma vie professionnelle, de retourner à l'école, de reprendre les études, de reprendre des formations, et tout ça, ça t'encourage en fait à te conforter que changer finalement c'est bénéfique. Donc quelque part, tu vois, tu te passes des étapes supplémentaires. Tu cours 5 kilomètres, tu sais que 5 kilomètres tu les tiens bien, tu te dis bon, je m'inscris à une course, je vais faire 10. Tu fais 10, un collègue te dit, bah écoute, tiens, je fais le marathon en duo, t'es prêt à faire 20? Ouais, bon, pourquoi pas, ok. Puis l'année d'après, tu dis, bah finalement, j'ai tenu 20, pourquoi je tiendrai pas 40? Et puis tu passes 40. Moi, j'ai réussi comme ça à sortir mon premier marathon, hein. Ouais, vas-y, Laurent. Et j'ai envie de rajouter aussi, en fait, c'est le changement, c'est bénéfique, mais si on prend conscience de ce qu'on a déjà fait avant. Par exemple, ça peut nous arriver, par exemple, de changer de secteur d'activité. Et puis, si on ne prend pas conscience de quelles sont, comme on dit, nos compétences, par exemple, ou en tout cas ce qu'on a déjà mis en place, on peut aussi un petit peu, je ne vais pas dire tourner en rond, mais disons que peut-être perdre du temps parce qu'on est au sein d'une nouvelle activité et on n'a pas forcément conscience que même sur une nouvelle tâche ou de nouvelles actions à mettre en place, on a déjà l'expérience qui nous suit. Et en discutant avec d'autres personnes, j'ai déjà remarqué qu'on peut perdre du temps un petit peu lors de l'appropriation, par exemple, d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail, parce qu'on n'a pas conscientisé qu'on avait déjà nos ressources en nous. Ouais. Euh, bon, C'est probablement ce dont vous allez parler du développement en profitant de son expérience, c'est ça? Après, Ouais, c'est à moi que vous parlez? ouais, ouais, c'est à ce à quoi fait référence Laurent, hein. Pas vraiment, mais en Ah, d'accord. fait, non, je pensais que en fait, moi, je sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez, bon, c'est compliqué. Vous venez de changer de travail, si j'ai bien compris. Je parle à Laurent, là. Oui, oui, on peut se tutoyer, moi, ça me dérange Bon, pas. Voilà. t'as changé de travail récemment, Oui, au 1er avril, là. Ouais. donc en faisant quelque chose de très différent ou pas? Bah, Pas tant que ça. pas tant que ça en réalité, mais ça m'est déjà arrivé de me poser des questions en me disant, mais au fait, j'ai déjà pratiqué des choses un petit peu analogues. Voilà. Mm. Moi, ça m'est arrivé, donc. Et j'ai souvent eu le sentiment bon, je me suis intégré dans mon nouvelle fonction, dans mon nouveau travail, mais en fait, on met beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionne. Quelle Mm. est la culture de la nouvelle culture, parce qu'on a tendance à en venir avec tout ce qu'on a connu et à négliger la différence. Aussi. Moi, Mm. c'est ce qui m'est arrivé. Et bon, j'ai changé radicalement de métier, mais j'ai complètement négligé la différence et je me suis dit, bah, j'ai des atouts, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et puis, en fait, plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Mm. Bon, après, ça, c'est un point de vue particulier, hein, mais et en fait, la question du changement est très compliquée parce qu'on doit se demander qu'est-ce qu'on doit changer, hein? Et moi, mon idée, c'est qu'on ne doit pas tout changer. Il y a des choses qu'on peut changer facilement, c'est utile, et d'autres pas, d'où cette idée de compartimenter, d'essayer à affiner la question du changement. Et en fait, c'est pour ça que j'estime dans mon papier que je vous ai, enfin, dans l'écrit que je vous ai laissé, qu'il y a finalement des demandes nouvelles des personnes qui veulent changer, que on vit dans un monde où la question du changement devient très complexe
et elle est plus spécialisée et il y a des demandes nouvelles, hein. C'est pour ça que je dis que le changement est lent, partiel, lié à la réalisation de certaines conditions. Par exemple, bon, je vais prendre un exemple le mien, je vais prendre le mien, c'est celui que je connais le mieux. Moi, j'ai travaillé dans l'audit avant d'intégrer la profession d'avocat. Et je me suis dit, la plupart, ils n'ont jamais fait de comptabilité, ils sont nuls en finance, ils ont jamais, ben, il y a des dossiers où on a besoin de tout ça, et je devrais trouver ma place et développer ce type de clientèle. Et en fait, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. Et récemment, j'ai vu, il y a un avocat qui actuellement, bon, doit avoir au moins 20 ans de moins que moi, à peu près 20 ans de moins que moi. Et lui, il s'est fait sa place. Il a le même profil que celui que j'avais moi quand je suis rentré dans la profession, mais lui, il a fait sa place. Et donc, il avait des atouts que j'avais pas. Vous voyez, j'ai cherché à comprendre et j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que j'ai pas su faire et bon, j'ai trouvé ça intéressant et puis je me suis dit, ben en fait, on peut pas préjuger des situations et puis on peut pas se mettre à la place des autres parce qu'il a sûrement des atouts que je connais pas. Hein, par exemple, bah, des relations avec l'univers dans lequel il compte s'intégrer, c'est-à-dire avoir déjà des clients dans ce domaine-là, ce que moi je n'avais pas. Et en fait, j'ai eu des possibilités, mais finalement, les gens, ils n'ont pas voulu. Parce que ils n'ont pas voulu prendre le risque. Parce que, justement, enfin, je sais pas pourquoi, en fait, on vous le dit pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pu exercer mon activité, me développer, mais pas du tout en profitant des atouts que je pensais avoir. Bon, je reprends donc le fil de l'histoire. Donc, euh, je pense que les objectifs peuvent être multiples, transitoires, imprécis, à parfaire, modulables. C'est-à-dire que la question des objectifs, elle est plus, si vous voulez, l'objectif SMART peut être mis en cause dans la mesure où on était dans une logique de relative planification. À l'époque, où on a développé cette idée d'objectif SMART, c'était relativement planifiable. Et là, on vit dans un monde qui est très changeant, où cette planification est remise en cause. Elle est d'ailleurs complètement remise en cause en matière d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non? Eh bien, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, moi, je m'intéresse à la question, j'écoute ce qui se dit, je vois je regarde les vidéos des acteurs dans ce domaine, et bien même des personnages comme le patron de Free, des gens comme Éric Larchevêque, dont on a entendu parler ces temps-ci, ils se basent pas sur le business plan. Quand ils veulent investir dans une activité, le business plan, c'est quelque chose dont on parlait énormément il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est pas qu'on s'y intéresse pas, mais c'est vu différemment. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'intéresser, est-ce qu'il y a une idée? Quelle est la force de l'idée, la pertinence de l'idée? Qu'est-ce qui peut faire qu'on a un marché? Et puis, on va s'intéresser, on va se demander, mais est-ce que les gens tiennent la route? Il y a plus de qualitatif et d'immatériel. Alors qu'avant, on voulait planifier les choses, et puis aujourd'hui, ben, on pense qu'absolument rien n'est planifiable. Et en fait, c'est un jeu, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne trouvent pas de financement. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils commencent à tester leur marché, avoir quelques clients, et ceux qui sont prêts à mettre des fonds, ben, ils attendent que ça démarre avant de se décider à investir. C'est-à-dire que la prise de risque, elle se fait plus selon la même logique. Mm. Ça, Pour moi, ça semble, enfin, pour moi, c'est une réalité quotidienne des entrepreneurs, hein, de manière générale. Et puis, enfin, alors évidemment, à des niveaux élevés, quand tu fais des levées de fonds, évidemment, les gens vont aller chercher, comme tu l'as dit, l'idée. Après, il y a quand même un socle financier qui doit être solide si tu vas vraiment chercher des levées de fonds. Mais si on revient juste à même à un niveau d'entreprise individuelle,
Et c'est souvent un peu aussi, et là je reviens sur les coachs, hein, de manière générale, souvent la difficulté d'un coach, c'est de se dire, OK, je vais faire mon business plan, mais mon business plan, c'est moi-même, c'est-à-dire je vais me former, je vais être performant, je vais me surformer, je vais avoir plein de compétences parce que je vais aller chercher tel outil, telle formation, tel accompagnement, et à ce moment-là, j'irai travailler, j'irai me vendre. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, Denis, c'est-à-dire que même à des niveaux comme le patron de Free, lui, ce qu'il va viser, c'est OK, quel est le potentiel, comment ça va bosser en fait, comment le marché aujourd'hui se sent la chose, c'est-à-dire dans la réalité, dans la vraie vie en fait, comment ça s'est fait, Ouais. ça s'est fait. Et ça, moi, c'est souvent ce que j'essaye de faire passer comme message aux coachs qui se forment et qui veulent se lancer. C'est très bien, il faut se former, évidemment, faut être certifié, il faut pas faire n'importe quoi. Mais derrière, à un moment donné, il faut y aller, il faut essayer son marché, il faut aller Mm. travailler son réseau, il faut avancer là-dessus. Et c'est là où on va se trouver. C'est là où on va se dire, ah ben, tiens, telle formation, je ne l'ai pas, mais je vais aller la récupérer plus tard, c'est pas grave. Mais je vais avancer là-dedans. Et c'est comme ça que le business se développe. Enfin, moi, c'est pareil, pour mon expérience, hein, très modeste, depuis quelques années que je développe des boîtes. Et voilà, j'ai toujours en fait imaginé avant les choses en se disant, OK, on lance le business, on le teste, on vend les choses, on propose les choses et puis après, on voit comment on l'organise. C'est souvent en fait l'expérience fait souvent ça en fait. C'est en fait c'est souvent tiens tu prends ton vélo, tu mets les deux pieds sur les pédales et tu roules et après tu verras où tu l'amènes ton vélo. Mm. Mais déjà fais-le rouler le vélo. C'est une approche relativement nouvelle. Alors de mon prisme à moi, j'ai pas lu tout ce que tu as pu regarder, tout ce que tu as pu lire et toute la connaissance que tu as. Après, mais de mon prisme à moi, avec mon expérience personnelle, pour moi, c'est enfin, les entrepreneurs que je côtoie et tous les gens, et puis même moi, en fait, on a plus se dire, OK, on a l'idée, on va la lancer. Alors évidemment, on fait pas n'importe quoi, on va pas kamikaze et on va pas mettre un all-in sur un truc, mais dans tous les cas, avant, il faut tester les choses. En fait, il faut sentir le terrain. Mais la vie, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, si tu veux faire une rencontre d'une fille ou d'un garçon, à un moment donné, si tu es là voilà, à attendre, à se regarder, à s'évaluer, se peser, se sous-peser, il ne se passe jamais rien. À un moment donné, il faut y aller. Il faut aller au contact, il faut parler, il faut échanger, et puis après, on voit Mm. si l'alchimie prend. Je pense que la vie fonctionne comme ça. Et je Oui, pense que maintenant, mais le business se lance, enfin voilà, c'est plus démocratisé maintenant. Les gens sont moins complexés, quoi, par rapport à tout ça. oui, mais c'est aussi lié au fait que, en tout cas dans les affaires, il y a un degré d'incertitude qui est plus grand. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a C'est sûr. un degré d'incertitude plus grand. Alors, je voulais vous demander de lire, il y a un petit questionnaire sur la page 5, voir ce que vous en pensez. La liste des 10 possibilités qui vous sont offertes, je vous demande de préciser celles que vous comptez intégrer dans vos objectifs de développement et celles que vous comptez rejeter. Est-ce qu'il est possible de la voir, la page 5? Moi, si. Il faut que je leur partage le document parce que j'aurais pas partagé le document. Hop, je vous l'envoie dans le chat. Tu peux pas la partager sur l'écran, Mika? Ouais, ou je peux le partager sur l'écran. Ouais. Allez. Plutôt, ce sera plus interactif. Ouais. Alors, la page 5. Oula, 3, 4, 5. Ne bougez pas. Ne bougez pas, je vous dis, ne bougez pas. Alors, partagez. Est-ce que c'est la bonne page? Non, c'est la suivante. Voilà. Voilà le questionnaire, il est à gauche. Après, La première question, c'est étendre ses compétences. Ensuite, limiter ses objectifs. Apprendre à se gérer. Développer ses compétences relationnelles. J'ai oublié, j'ai fait une faute d'orthographe là, désolé. Savoir écouter. Savoir se taire.
être capable de défendre ses intérêts, apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, s'en tenir à ses valeurs essentielles. Et la question, donc, si vous faites un choix, soit oui, soit non. Ok. Bon, tout le monde a complété ses petites réponses. Oui. Alors, je suppose que vous avez tous mis oui dans la majorité des cas ou pas? J'ai mis 3 noms. Voilà, donc ça a été fait pour ça. Je pense qu'il y a deux ou trois noms suivant les personnes. Ah Est-ce oui. qu'on peut savoir si qui c'est qui a mis non? Moi, j'ai mis un nom. Ah ouais, c'est pas beaucoup. J'ai mis un nom et puis j'ai deux réponses qui sont un peu antagonistes, donc c'est des... voilà. Et les autres, combien? Moi, je crois que j'en ai mis quatre. Ou Ah, peut-être. quatre noms. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de noms? Limiter ses Ben, moi, objectifs. je marque ouais, limiter ses objectifs, Ouais. être apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. Oui, mais bon, il faut aller plus loin. S'en tenir à ses valeurs essentielles. Non? Ah, Ok. Bon, ok. Bon, bah c'est... Après, juste pour compléter, Denis, pardon, ouais. on peut mettre non parce que c'est peut-être une compétence que l'on a déjà aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je l'avais compris comme ça, en fait. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi Mais aussi, j'ai compris comme ça. en fait, il y a des... J'ai fait exprès, c'est que j'ai mis dans la liste des compétences qui pourraient être vues comme n'étant pas des compétences. Est-ce que se taire est une compétence? C'est le cas le plus, c'est l'exemple le plus fort dans, et puis apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. C'est pas quelque chose qu'on vous dit en coaching. Mm. Et en fait, quand vous répondez aux questions, eh ben, vous voyez ce que vous acceptez de faire ou pas faire et quand vous dites non, eh ben, ça répond aussi à des expériences que vous n'avez pas connues. Je m'explique. En fait, dans l'absolu, tout ce que j'ai cité peut être compris comme pouvant être intéressant. Il peut être intéressant de développer chacune de ces, entre guillemets, compétences. Tout dépend du contexte. Parce qu'en fait, il y a savoir écouter, c'est très important, c'est ce qu'on apprend en coaching. Mm. Mais savoir se taire, c'est aussi important.
on peut ne pas avoir cette compétence ou ne pas l'avoir expérimentée parce qu'on n'a jamais été dans des circonstances où on a intérêt à se taire. Et parce que quand vous vous taisez, c'est la personne en face de vous qui s'exprime. Et on peut avoir intérêt à laisser la personne s'exprimer. Ça lui permet de se découvrir. Il y a des négociations où c'est très important, hein. C'est à double facette, là, hein. Ça peut être parfois oui, parfois non, hein. Avec le même intitulé. Comment? J'entends pas, je suis Euh, désolé. ouais. Tout est à double facette, ça peut être oui ou Oui, non, bien mais sûr, avec le même intitulé. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout est à double facette dans l'absolu. Mm. Mais donc, en fait, en fait, ces exemples, c'était une manière de vous mettre en face de la logique de possible compartimentation et la logique de l'importance du contexte et le fait que le contexte, on le présente souvent d'un certain point de vue, et alors qu'il peut être envisagé selon plusieurs points de vue. Voilà. Je sais pas si vous comprenez l'exercice et si vous vous retrouvez dans Mm. dans cette description. Après, ce qui était intéressant de point de vue de tes questions, c'était que la réponse était quand même euh, arbitrée par le développement personnel. Sorti de ça, en fait, le développement, parce qu'on parle de, par exemple, se satisfaire de ce que l'on a. Si on parle dans le monde du business, par exemple, on peut se dire, bon, ok, se satisfaire de ce que l'on a, on peut se dire, bon, non, à un moment donné, si on veut se développer, on peut aller chercher plus, et dans ce cas-là, on peut hein, répondre un non sur se satisfaire de ce que l'on a dans le monde du business ou dans le monde sportif, par exemple. C'est, ben, tiens, Oui, la fameuse phrase de Coubertin que je déteste, oui, elle tous est les moi sportifs, aussi. et que tous les sportifs qui se tiennent détestent aussi. L'essentiel, c'est de participer. Ça, c'est dans un monde sportif, de compétiteurs en tout cas. Mais après, quand on est dans le développement personnel, se satisfaire de ce que l'on a, je pense que c'est l'essence, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est une philosophie de vie et c'est une philosophie finalement, du développement personnel pour aller chercher, au final, sa sérénité intérieure, sa paix intérieure. Euh, et je pense que chacune de tes questions, euh, avec le prisme du développement personnel, voilà, inciter quand même à aller chercher un oui. Et même si on a la sensation d'avoir atteint, et c'est pour enchérir sur ce que disait Michael tout à l'heure, même si on a la sensation de maîtriser d'avoir acquis cette compétence-là, comme la compétence d'écouter ou la compétence de se taire, si on va au fond des choses, à un moment donné, on se dit toujours que euh, on a toujours à se taire plus, on a toujours à apprendre plus et on a toujours à écouter plus, même si on a la sensation d'avoir cette compétence-là. Ouais. Oui, mais d'accord, mais ça peut être vu dans un autre sens parce que s'il y a des gens qui en veulent toujours plus et à un moment donné, ils prennent le risque de trop et ils se cassent la figure. Et oui. En fait, le prisme de ce développement personnel qui Oui. est dans cet équilibre-là, en fait. Parce que la question, enfin, la réponse est dans la question, dans le développement personnel, On peut prendre l'exemple de Bernard Tapie. clairement. Mhm. Mhm. Hein, c'est très dommage pour lui, Mm. C'est vrai. son épouse en particulier, si vous savez ce qui s'est passé après. Mm. Ouais. Bon. Donc voilà. Alors, j'en arrive maintenant, j'avance parce que le temps passe. Voilà, je voudrais pas être trop bloqué par le temps et finir à peu près. Je passe à autre chose. Maintenant, les nouvelles formes d'apprentissage. Donc, c'est le point 2. Euh, L'apprentissage est un moyen de développement personnel. C'est, on va dire, le plus connu, mais on lui donne pas ce nom. Mais tout le temps qu'on passe à l'école et faire des études, ben, c'est aussi pour se développer d'un certain point de vue. Alors, ce que je peux dire là-dessus, bon, je pense que vous le savez, ça, mais il y a vraiment une révolution à ce niveau-là depuis au moins 4 5 ans qui fait que l'acquisition de compétences a perdu de sa valeur. Hein, elle a perdu de sa valeur parce que les connaissances évoluent trop vite, il y en a trop. Et on est passé, moi, à l'époque où j'ai fait mes études,
on nous demandait surtout d'acquérir des connaissances, et puis la mise en avant de compétences n'était pas vraiment d'actualité parce qu'on n'était pas dans des contextes qui s'y prêtaient. Et on apprenait à appliquer ce qu'on avait appris et à développer ses compétences quand on commençait à travailler ou de manière, on va dire, limitée parce que permettait l'enseignement de l'époque. Et aujourd'hui, c'est complètement inversé. On veut mesurer et développer des compétences. Alors, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours génial parce que c'est difficile, mais c'est la logique d'aujourd'hui. Et en fait, la compétence, elle vient maintenant, en plus avec l'intelligence artificielle, Mm. les connaissances explosent de manière phénoménale et elles sont complètement extérieures à nous. Donc on doit utiliser, entre guillemets, la technologie pour espérer maîtriser certaines connaissances. La data, c'est ça. Hein, tout ce qui est data, c'est ça. Et donc, c'est un renversement de situation complètement inouïe, quoi, dont on mesure pas encore toutes les conséquences. J'ai lu il y a quelques jours, il y a des grandes sociétés aux États-Unis, ils ont formé il y a oui, 80% des personnes sont formées à l'IA, et ceux qui suivent pas et qui ont des réticences, on les met dehors. Ouais. Et il y a un saut qualitatif incroyable dans les compétences, et c'est vraiment une révolution à marche forcée qui est assez radicale. Et ça vient donc de tous ces changements. Et à côté de ça, donc, la compétence, maintenant, elle s'acquiert par la pratique, plus que par l'acquisition de connaissances. Alors, les connaissances, du coup, la relation avec les connaissances est très différente. C'est-à-dire qu'il faut savoir aller chercher les connaissances dont on a besoin. Ça, c'est une nouvelle compétence qui est difficile à acquérir, que les gens de ma génération et même plus jeunes ne savent pas faire, ne savent pas tous faire. Mm. Et même les jeunes, moi je travaille avec des jeunes, ils ne savent pas faire ça. Et on leur apprend pas vraiment. Donc ça suppose d'aller chercher, faut savoir faire de la veille, d'aller chercher de l'information dont on a besoin et de s'adapter, d'être capable de l'utiliser. Faut être très habile, très réactif et on va dire, c'est pas qu'on soit capable de se remettre en cause, mais on doit s'adapter à la nouveauté. On doit assimiler rapidement des choses nouvelles, comprendre rapidement et puis rapidement acquérir de nouvelles compétences. C'est vraiment un défi. Pour certaines personnes, c'est un défi. Donc voilà pour la question de l'apprentissage des personnes. Il y a des questions là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je voulais intervenir parce que je me dis, ça peut aussi, nous, en tant qu'êtres humains, nous ouvrir à penser différemment. Je fais une analogie, par exemple, c'est comme, on va dire, il y a quelques siècles, ben, on calculait tout à la main. Après, on a eu les premières calculatrices ou les premiers, enfin, ou d'autres méthodes, hein, je sais pas, le boulier, enfin, des choses qui ont facilité, par exemple, une forme d'apprentissage et une forme de réflexion. Plutôt une forme de réflexion. Et puis ensuite, il y a eu bah, les premiers ordinateurs, la calculatrice, qui nous a permis d'aller plus loin et de, bah, encore une fois, de penser différemment certaines formes, je sais pas, ça peut être des calculs, ça peut être des évolutions, enfin à calculer. Et je me dis, peut-être qu'on va connaître la même chose, on n'en est pas encore là avec l'IA, où ça va peut-être aussi nous amener à penser différemment et peut-être ouvrir des voies qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui dans la recherche, par exemple. Oui. Ben, c'est le cas, c'est ce que j'aborde après. Je vais essayer de vous expliquer. Mais il y a pas que ça. En fait, oui, il y a beaucoup d'inconnus, hein. Mais c'est sûr qu'on va être obligé de penser différemment. Ben déjà, comment est-ce qu'on gère sa relation avec la machine? Ça oblige à penser différemment. Nous, on a la chance, on a le connu avant et on commence à connaître le pendant. Bon, le après, on va le découvrir. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on peut se raccrocher au passé pour comprendre les choses. Et les plus jeunes, je ne sais pas comment ils vont faire. Il y en a qui disent ils vont zapper tout ce qui est difficile et puis ils vont se reposer sur la machine. Si c'est ça, ça ira pas. Et en fait, on a besoin de gens qui à la fois maîtrisent le domaine et savent utiliser la machine. Hein. Bon, je passe au robot. Alors,
ça serait pas mal qu'on ait le bas de la page 5 et la page 6. Bon, j'ai essayé de simplifier ça le plus possible. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Alors pour ceux qui... Ça peut se simplifier, on va dire. C'est compliqué, mais ça peut se simplifier, se comprendre de manière intuitive pour les personnes qui ne se sont pas intéressées à ces questions-là. Alors, donc, en fait, le robot, donc ça c'est le bas de la page 5. J'ai écrit qu'en fait, la logique du robot, bon, le numérique, c'est 0 et 1, et la manière dont il gère les problèmes qui lui sont posés, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut vivre dans un labyrinthe en cherchant soit à sortir, soit dans le labyrinthe que je vous ai mis en exemple, vous allez chercher la coupe qui se trouve au milieu. Et comment le robot fait? En fait, il se sert de ses capacités de calcul qui sont extraordinaires et il envisage toutes les possibilités. Nous, quand on joue au jeu d'échecs, on a le jeu d'échecs sous les yeux, on cherche pas, on peut pas, on n'est pas capable d'envisager toutes les possibilités. On regarde ce que fait l'autre et on est dans l'interrelation et on cherche une solution pour gagner un pion ou si on est meilleur, on prévoit quatre cinq coups à l'avance. Eh ben, le robot, il peut tout prévoir à l'avance. Donc, vous voyez, c'est un raisonnement qui n'est pas humain et il peut calculer. Alors, si je vais éventuellement vous expliquer comment rapidement si vous ne connaissez pas, mais il peut calculer, une fois qu'il a envisagé toutes les possibilités, le meilleur chemin pour arriver au résultat voulu. Hein. Et il fait ça 10 fois plus vite ou 100 fois ou 1 million de fois plus vite que l'être humain. Donc, dans les jeux de ce genre, le jeu de Go, les jeux d'échecs, aujourd'hui, l'humain perd à tous les coups. Et donc, on va se retrouver à utiliser ce genre de possibilités pour régler nos propres problèmes. Donc, c'est comme ça que le robot marche. Alors, je vous ai mis l'analyse informatique, ce qui permet de faire le programme pour arriver à ce résultat. Donc, vous avez le début, on initialise la fonction qui est V0. V, c'est value. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, c'est un peu petit là, vu comme ça. Le grand V, c'est value. Et à chaque état possible, donc S, petit s, c'est le state, ça veut dire état, hein, S. V, c'est fonction de S, donc fonction de la situation, state en anglais. Eh ben, il calcule l'intérêt de faire ce choix, c'est-à-dire tourner à gauche, aller à droite, avancer, reculer. Hein. Et puis, il calcule toutes les possibilités. Et puis, donc la formule de Bellman qui est sur la droite du document, c'est celle qui valorise le résultat, c'est-à-dire la value, la valeur. Et on dit la valeur de la situation consiste à maximiser l'action, petit a, c'est action, en fonction d'une situation, et donc à rechercher le meilleur résultat possible. Vous voyez? Et puis, la deuxième partie, c'est alors le gamma, c'est un calcul de probabilité et le V, c'est la valeur en fonction de S', c'est-à-dire la prochaine situation, des situations qui peuvent être envisagées. Ça veut dire qu'en fait, le robot, il calcule non seulement le meilleur choix possible pour le prochain coup, mais il peut calculer, envisager des choix possibles en fonction de la variation de l'environnement parce qu'on a des calculs de probabilité sur l'évolution des possibilités de choix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on arrive à faire des machines qui envisagent la meilleure possibilité, le meilleur choix possible dans un environnement qui est prédéterminé ou prédéterminable. Le prédéterminé, ça veut dire que l'avenir est connu, mais le prédéterminable, ça veut dire que l'avenir n'est pas connu, mais on peut lui affecter des probabilités. Est-ce que vous me suivez là? Mhm. Bon, donc voilà ce que fait le robot. Ça veut dire que c'est purement mécanique et il fait ça, il fait des choses que nous, on ne peut pas faire. C'est impossible pour nous. Donc, je reviens sur ce que disait Laurent. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que, en fait, le robot peut faire des choix que nous, on ne peut pas faire et il y a des domaines dans lesquels il est meilleur que nous. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien,
il y a des choses on demande aux robots pour la créativité, pour la création, pour quelle idée on pourrait faire pour créer une entreprise dans tel domaine. On demande aux robots de nous proposer des solutions. Alors, qu'est-ce qui fait qui peut être plus fort que l'être humain? C'est qu'il choisit des possibilités que nous, on n'envisage pas. Et pourquoi on ne les envisage pas? Parce que quand on se retrouve en face du labyrinthe, nous, on ne peut pas envisager l'ensemble des choix possibles. C'est pas dans nos capacités intellectuelles. Et donc, on va prendre toujours le même chemin. Et là, ça renvoie à la PNL, qui fait qu'on a des schémas de pensée, et on va écarter d'autres chemins qui sont possibles. Et ce que peut faire le robot, c'est avancer, faire le tour de la question, se heurter aux obstacles, hein, c'est-à-dire des voies sans issue dans le labyrinthe, revenir sur ses pas alors que nous, on peut se perdre. Imaginez aller faire le tour des catacombes, j'ai jamais été faire ça, hein, parce que ça m'a jamais plu, mais il y a des gens qui vont dans les catacombes sous Paris et essayez de vous représenter ce que c'est tout à fait ça. Le robot, il peut aller partout, revenir, ressortir et vous dire quel est le meilleur chemin pour ressortir. Nous, on peut pas, hein. C'est exactement ça. Et donc, vous voyez, cette possibilité d'envisager toutes les possibilités, ça ouvre des choses que nous, on peut pas faire. Donc, une des applications possibles, c'est la radio médicale. Parce que nous, on peut pas tout voir. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs que les médecins dans 99, je sais pas combien des cas. Hein, c'est un exemple, ça me vient à l'esprit, mais voilà ce qui explique cette réalité. Donc, en fait, voilà comment ça marche. Et la formule de Bellman, je pense que vous l'avez à peu près compris, je sais pas si j'étais suffisamment clair, mais le raisonnement que j'ai suivi, c'est ça. Il y a une particularité aussi qu'il faut connaître, c'est que vous avez la valeur de S, à un moment donné, elle est calculée en fonction des prévisions, mais elle ne prend jamais en compte le passé. Et là, c'est une des grandes différences aussi avec l'être humain. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on fait des choix en fonction de nos émotions, que n'ont pas les robots, et en fonction de notre vécu, de notre expérience. Et le robot, il a ni vécu, ni expérience. La seule chose qu'il sait faire, c'est des calculs. Donc, il va calculer l'avenir bien mieux que nous, et il n'aura aucun frein parce que le passé, il y a zéro passé. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, hein. Et donc, là aussi, il a des possibilités que nous, on n'a pas, parce qu'on a toujours des freins, on a toujours des peurs, on a toujours des histoires de zones de confort et tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un aspect très intéressant de l'IA. Et la dernière chose que je voulais mettre en avant, attendez, j'ai perdu le fil de l'histoire. Donc oui, le passé, ah oui, autre chose que fait le robot. Ça, donc la formule de Bellman, elle sert de base à la logique au début de l'IA, et puis cette logique a été enrichie. On a donné au robot une capacité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il se sert de son expérience à faire des calculs pour ne plus rechercher toutes les positions possibles. Il va droit à l'objectif une fois qu'il a déjà déblayé le terrain, et puis on peut l'entraîner, c'est-à-dire qu'on va lui montrer des images, des photos, des sons de situations. Vous savez, le robot qui peut faire du ski, tout ça, les robots subissent un entraînement. L'IA marche avec de la data, ce qui vient en plus de la logique du calcul que je viens de vous décrire. Donc, il se sert de l'expérience des êtres humains et il copie cette expérience. C'est comme ça qu'on a les LLM. Les LLM, c'est les Large Language Models, c'est tout ce qui est ChatGPT. Ça veut dire qu'en fait, quand vous demandez au robot, à ChatGPT de vous poser une question, il vous répond. En fait, ce qu'il fait, ben, il mouline dans tout ce qui a été dit sur le sujet, et puis, il vous donne quelque chose qui est cohérent, qui reprend les connaissances et qui est rédigé au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il crée vraiment quelque chose de nouveau dans la mesure où sa réponse, elle est unique, mais il utilise que des choses connues. Vous voyez comment ça marche? On a l'impression qu'il y a des sentiments, mais en fait, il n'y en a pas du tout, mais il y a vraiment une créativité.
Donc aujourd'hui, on a une créativité humaine et à côté une créativité de robot. Voilà où on en est. Alors, une des dernières points sur lesquels il y a une discussion, je ne sais pas si vous suivez un peu ça, c'est que à un moment donné, ChatGPT euh, a pensé, enfin, il y a des chercheurs qui ont pensé qu'on pouvait développer une intelligence générale du robot. Et en fait, c'est qui c'est qui a développé ça? Oui, je crois que c'est ChatGPT, parce qu'ils sont en concurrence entre eux. Et il semblerait que ça soit impossible. Que justement parce que le robot, il n'a pas de sentiment et il fait que des calculs, c'est qu'une machine à calculer et il peut pas rentrer dans une logique d'intelligence globale, de compréhension globale qui est propre à l'être humain. Par contre, pour tout le reste, il est plus fort que nous. Voilà. Et celui qui a créé le deep learning, ce qu'on appelle le deep learning, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est l'apprentissage profond, c'est un Français qui travaille chez Meta, qui s'appelle Yann Lequin. Vous connaissez le nom ou pas? Non. Ok. J'ai mis son nom, hein, il est très connu. Si ça vous intéresse, regardez ses vidéos, c'est intéressant. Alors, voilà. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire. Donc, sur tout ça, sur cet aspect intelligence artificielle qui aujourd'hui est un moyen très important de développement personnel, qu'il faut pas négliger. Ceux qui, aux États-Unis, les sociétés où les gens sont formés, ils estiment déjà qu'ils ont une progression 20-30% de la capacité des individus, ce qui est énorme. En France, bon, moi je m'y mets petit à petit, vous voyez, je m'intéresse, mais je manque de temps, et puis voilà, quand on commence à approfondir, c'est un peu ardu, il faut avoir du temps. Et là, je vous ai expliqué, je sais pas si j'espère que je vous ai fait passer le message, l'essentiel des choses importantes, quoi, pour comprendre ce que ça apporte. Merci, Denis. Voilà. Bon, vous pourrez relire mon papier si vous voulez, ça vous laisse le temps. Rapidement, parce qu'il est 12, on va pas traîner. Le développement de personnes par l'expérience. Donc là, c'est sur les modes d'action. Alors, je vous ai proposé, je vais rapidement, on va voir le triangle de la performance si vous voulez bien. Le reste, vous pourrez le lire. Je veux pas, il est déjà tard. On a peut-être tous besoin de week-end et de se reposer. Donc, c'est page 8. Donc, c'est possible de montrer la page 8. Vous m'entendez là ou pas? J'ai l'impression. Ouais, ouais, Mika est dessus, là, regarde. Ah, pardon. Il est pas branché à l'IA, donc il est un peu long, mais ça va arriver. Et c'est ce qui rend l'interconnexion humaine, cher Alexandre. Ben oui. Moi aussi, je t'aime. De toute Ouais. façon, il y a un moment, on va vouloir ralentir parce que c'est pas possible, ça va trop vite. Mais quand on sait que l'œil humain est fait pour absorber une vitesse de l'ordre de 40 km/h maxi, c'est sûr que si Ah oui. l'information va beaucoup plus vite, il va falloir évoluer. Et il va y avoir des problèmes, c'est-à-dire le cerveau des gens, il va pas suivre. Il y a des moments, ça va poser des problèmes aussi dans notre tête, hein. Mais tout à fait. Mais trop d'informations. Eh oui, Mm. eh oui. Ça se voit, c'est les jeunes d'ailleurs, hein. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, des trucs, ils perdent leur temps sur des trucs inutiles. Ils ont le crâne bourré entre guillemets, de cochonneries, et puis il n'y a plus de place pour le reste, hein. Mm. Bon, donc, le rôle de l'expérience. Donc, l'expérience, elle se fonde sur l'utilisation des connaissances, et je vous ai mis le triangle de la performance, je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Gilbert. Ça date des années 80. Il y a plusieurs approches. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Il y a, il y a trois éléments qui sont considérés comme essentiels participant à la performance. Les objectifs, les ressources et les résultats. Et la performance se trouve au milieu. Et donc, pour ça, il faut de l'efficience, de l'efficacité et de la pertinence. Et la pertinence, elle est liée à la relation que l'on peut avoir entre les ressources et les objectifs. Donc, en gros, quand on n'a pas les moyens, ben,
Il faut se les procurer, sinon on peut pas y arriver. mm, Et ça, c'est un aspect aussi qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mis en avant. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un problème important et qui n'est du coup, pas du tout caché parce que c'est le plus important. Il y a une course aux moyens et si on réunit pas les moyens, on peut pas y arriver. D'ailleurs, dans le domaine de l'IA, ce que font les États-Unis, c'est de réunir le maximum de moyens pour conserver leur avance mm, et être dans une relation privilégiée, enfin avoir le maximum de compétences et être en avance sur le reste du monde. mm. Bon, voilà. Si vous avez des questions, il est déjà tard. J'ai été vite, j'ai résumé. Le document, vous pouvez vous le procurer. Comment ça vous intéresse que je vous l'envoie par Ouais, mail? je le renvoie, je le renvoie. Ok. Merci. Je le clôture, je le transmets. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, je réponds. Je voulais que je vous donne mon mail. Allez, donne le mail. Le problème, la vidéo, elle est postée après. Si tu le souhaites. Moi, je veux bien, mais à ce moment-là, je donne pas mon mail. Tu l'écris dans le chat, tu l'écris dans le chat. Comme ça, tout Oui. le monde le voit. Ok, ça marche. Je le ferai demain. Tu le donneras dans le chat juste après ou tu le donneras là, on coupera l'enregistrement là. Je pense qu'on peut couper l'enregistrement là ou vous voulez Bah oui, on faire du peut. feedback. Alors je vous propose de dire un au revoir, comme ça on sera dans le bon thème. Ok, ben au Et revoir. merci Denis en tout cas De pour ça. rien. On- On reste connecté. Oui, on coupe juste l'enregistrement.